Jamais je n'aurais imaginé que le plus beau jour de ma vie se transformerait en mon pire cauchemar. J'étais là, Claire Moreau, professeure à la retraite de 58 ans, contemplant l'élégant château de Bron, aux abords de Lyon, magnifiquement décoré de roses blanches et d'hortensias bleues. L'automne français peignait les vignes environnantes de teintes dorées et l'arôme de lavande se mêlait au parfum des invités. J'avais travaillé d'arrache-pied pendant des années pour offrir à mon fils Pierre cette cérémonie de rêve. Les tables regorgeaient de délices régionaux, quiche lorraine, foie gras artisanal, fromage de Roquefort et vin rouge de la vallée du Rhône. L'orchestre jouait Édith Piaf, tandis que des membres de la famille venus de Marseille, Paris et même de Normandie se réunissaient sous les lumières dorées des vieilles lanternes du salon. Mon cœur débordait de fierté en voyant Pierre, si élégant dans son smoking, attendant sa Camille. La tension a commencé subtilement, comme une note dissonante dans une symphonie parfaite. Camille Dubois, avocate parisienne de 28 ans, avait toujours fait preuve d'une froideur calculée à mon égard. Mais j'attribuais cela à la différence de génération. Ses yeux verts m'étudiaient avec une intensité troublante pendant la cérémonie. Quand je me suis levée pour faire le traditionnel discours de la mère du marié, j'ai senti ses iris perçantes m'observer. J'ai parlé de Pierre enfant, courant à travers les champs de tournesol de notre petite propriété du Beaujolais, de la façon dont il avait grandi, déterminé et bon. J'ai mentionné à quel point j'avais été heureuse de rencontrer Camille, espérant qu'elle apporterait de la joie à notre famille. L'assemblée souriait, émue, les oncles applaudissaient, les cousins séchèrent leurs larmes. Mais Camille gardait une expression glaciale qui me rendait inquiète. Quelque chose était sur le point d'exploser dans cette atmosphère apparemment harmonieuse. « Ça suffit !» La voix de Camille a transpercé l'air comme une lame affûtée, interrompant mon discours sur les traditions familiales. Le salon est devenu silencieux, instantanément. 200 invités se sont tournés vers elle, qui s'était levée, majestueuse dans sa robe de soie match-italienne. « Vous voulez savoir la vérité sur cette mère dévouée ?» Ses yeux brillaient d'une colère contenue. « Claire ne peut pas lâcher Pierre. Elle contrôle chaque euro que nous gagnons. Elle remet en question chacune de nos décisions. Elle a même choisi les rideaux de notre appartement sans nous consulter. Ma gorge s'est asséchée. Les membres de la famille murmuraient, scandalisés. Certains riaient, nerveusement, essayant de détendre l'atmosphère. Le vieux Jean-Baptiste, cousin de Toulouse, hochait la tête, désapprouvant l'audace de sa belle-fille. Les enfants avaient cessé de courir entre les tables, sentant le changement d'ambiance. Pierre restait muet, tiraillé entre la loyauté envers sa mère et l'amour pour sa femme. Les mots de Camille continuaient comme des coups de poignard précis. « Elle fouille nos comptes bancaires. Elle critique mes vêtements, ma famille, ma carrière. Pierre ne peut prendre aucune décision sans consulter sa maman d'abord. » Des larmes d'humiliation me brûlaient fort les yeux, tandis que 200 personnes me regardèrent fixement. La musique s'était arrêtée. Les serveurs restaient immobiles, plateau à la main, et même les enfants s'étaient tus, effrayés. Je sentais mon monde s'effondrer là, entre les coupes de champagne et les pétales de rose éparpillés sur le sol de marbre. L'oncle Marcel, vétéran de la résistance française, me regardait avec pitié. Les cousines chuchotaient entre elles, certaines filmant discrètement avec leur téléphone portable. La honte me dévorait, mais quelque chose en moi refusait d'accepter un tel manque de respect. C'était mon fils, ma fête, ma dignité qui était piétinée publiquement à cet instant qui aurait dû être de pure joie et d'union familiale. Je me suis levée en tremblant, sentant le poids de générations de femmes françaises fortes couler dans mes veines. « Camille, vous avez le droit de ne pas m'aimer, mais vous n'avez pas le droit de m'humilier devant toute notre famille. » Ma voix est sortie ferme, malgré mon cœur battant la chamade. J'ai travaillé 40 ans pour donner à Pierre tout ce qu'il méritait. Si c'est du contrôle, je m'en excuse,
Mais c'était de l'amour. Le salon est resté dans un silence sépulcral. Camille, les larmes aux yeux, a crié que je ne l'avais jamais accepté, que je l'avais toujours fait se sentir comme une intruse. Pierre, finalement, a éclaté de désespoir, nous suppliant d'arrêter, que cela détruisait le jour le plus important de sa vie. Les invités ont commencé à se lever, certains s'en allant discrètement, d'autres restant paralysés par l'embarras. Les violettes du jardin semblaient avoir perdu leur couleur, et le vent froid de l'automne entrait par les fenêtres ouvertes, emportant les derniers vestiges d'une fête autrefois parfaite. 2 semaines plus tard, marchant seul le long des rives de la Seine, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Paris était magnifique en cette fin octobre, avec ses feuilles dorées dansant au vent et l'arôme de marron grillé embaumant l'air. Pierre m'avait appelé pour s'excuser, expliquant que Camille était stressée par son nouveau travail. J'ai écouté en silence, comprenant que mon rôle de mère avait besoin d'être redéfini. Peut-être avait-elle raison sur certaines choses, peut-être me mêlais-je trop. Mais cela ne justifiait pas l'humiliation publique. J'ai décidé de préserver ma dignité par un silence élégant, une caractéristique qui m'avait toujours accompagnée. La blessure de cette nuit resterait à jamais, mais j'avais appris une précieuse leçon sur les limites et le respect mutuel. La famille française, avec toute sa tradition et sa hiérarchie, devait aussi évoluer avec les temps modernes. Jusqu'où pouvons-nous supporter quand la vérité éclate en plein hôtel? L'appartement de Belleville ne m'avait jamais paru aussi silencieux que les matins qui ont suivi le mariage. Je me réveillais à 6 heures, comme je l'avais toujours fait pendant 40 ans d'enseignement. Mais maintenant, il n'y avait plus de cours à préparer, plus de copies à corriger. Seulement l'écho des mots de Camille résonnant dans mon esprit comme un disque rayé. Je préparais mon petit déjeuner, croissant de la boulangerie de Monsieur Dubois, au coin de la rue, confiture de fraises maison et café fort. Mais tout semblait insipide. Les murs de mon petit 2 pièces, décorés de photos de Pierre depuis son enfance, jusqu'à l'obtention de son diplôme d'ingénieur, m'observaient maintenant comme des témoins muets de ma solitude. Le téléphone sonnait parfois, des amis voulant savoir comment j'allais. Mais je mentais poliment, disant que tout allait bien. En réalité, je me sentais étrangère à ma propre vie, remettant en question chaque geste maternel que j'avais fait au cours de 3 décennies. Le premier appel de Pierre est arrivé un mardi pluvieux. J'arrosais les pétunias du balcon quand j'ai entendu sa voix hésitante à l'interphone. « Maman, on peut parler ?» Mon cœur a bondi, mais j'ai gardé mon calme. Il a monté les 4 étages lentement, comme il le faisait enfant, après une bêtise. Je l'ai trouvé à la porte avec des cernes profonds et le même regard perdu qu'il avait à 7 ans, quand il avait demandé où était papa. Nous nous sommes assis dans la petite cuisine, entre l'arôme de lavande qui parfumait toujours ma maison et le bruit lointain de la circulation parisienne. Pierre tripotait nerveusement son alliance dorée, cherchant des mots qui semblaient fatals à le fuir. « Camille est désolée », a-t-il murmuré finalement. Elle a dit que le stress de son nouveau travail, la pression de sa famille. Je l'ai interrompu doucement, servant du thé à la camomille dans nos tasses en porcelaine bleue, héritage de ma grand-mère normande. Aucune excuse ne pouvait effacer cette nuit-là. « Mon chéri », ai-je dit, choisissant chaque mot avec soin, en regardant la pluie ruisseler sur la fenêtre de la cuisine. Je ne suis pas venue au monde pour être parfaite, mais j'ai toujours essayé d'être la meilleure mère possible. Pierre a baissé les yeux, jouant avec la sucrière en argent qu'il avait reçue pour mon 20e anniversaire de mariage. J'ai expliqué que j'avais peut-être effectivement dépassé certaines limites, que l'amour maternel aveuglait parfois mon discernement. Mais j'ai aussi clairement indiqué que l'humiliation publique ne pouvait jamais être justifiée par le stress ou la pression professionnelle. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait enfin l'ampleur de ce qui s'était passé cette terrible nuit. « Camille veut te voir », a-t-il chuchoté hésitamment.
Elle veut s'excuser personnellement. J'ai souri tristement, servant plus de thé en me demandant si j'étais prête à affronter cette jeune femme qui avait transformé mon moment de gloire en cauchemar public. Paris continuait sa routine à l'extérieur, indifférente au drame familial qui se déroulait dans cette petite cuisine parfumée. La rencontre fut fixée au Café de Flore, territoire neutre au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Je suis arrivée ponctuellement à 15 heures, choisissant une table près de la fenêtre, où je pouvais observer les Parisiens pressés, marchant sur le trottoir mouillé. Camille est apparue 5 minutes en retard, élégante comme toujours dans son manteau de laine grise et son foulard Hermès. Ses yeux verts semblaient plus petits, entourés de cernes que le maquillage n'avait pas réussi à dissimuler complètement. Elle s'est assise maladroitement, commandant un café serré au serveur qui nous observait avec une curiosité discrète. Pendant de longues minutes, seul le bruit des tasses et les conversations des autres remplissaient l'espace entre nous. Finalement, elle a brisé le silence. « Claire, Mais sa voix a manqué. On voyait qu'elle était sincèrement désolée, mais la blessure saignait encore trop pour tout pardon immédiat. Je l'ai observée luttant avec des mots qui semblaient inappropriés pour réparer les dégâts causés lors de cette nuit fatidique de septembre. « Vous avez des enfants, Camille ?» ai-je demandé calmement, remuant mon cappuccino tout en observant une jeune mère poussant une poussette sur le trottoir. Elle a secoué la tête négativement, mordant sa lèvre inférieure. « Quand vous en aurez, vous comprendrez que l'amour maternel ne vient pas avec un mode d'emploi. Nous faisons des erreurs en essayant de bien faire. Nous contrôlons en essayant de protéger. » Ma voix est restée sereine, mais chaque mot portait des décennies d'expérience et de douleur. J'ai expliqué que j'avais toujours essayé de respecter sa relation avec Pierre, que si j'avais parfois semblé intrusive, c'était par amour excessif, pas par malveillance. Camille pleurait silencieusement maintenant, des larmes coulant sur son visage pâle. « Je sais, » a-t-elle murmuré. « Ma propre mère est morte quand j'avais 15 ans. C'est peut-être pour cela que je ne sais pas gérer une belle-mère. » La confession m'a profondément touchée. J'ai compris alors que son agressivité cachait une insécurité et une douleur non résolue. Paris continuait de tourner autour de nous, indifférente à cette tentative de réconciliation entre deux femmes blessées, cherchant un chemin commun à travers Pierre. Nous sommes sortis du café sans grande promesse, ni embrassade cinématographique. Juste une poignée de main hésitante et la promesse tacite d'essayer de reconstruire les ponts brûlés cette nuit de septembre. J'ai marché seule dans les rues de Saint-Germain, observant les vitrines illuminées et les jeunes couples partageant des crêpes sucrées. La conversation avait apporté un certain soulagement, mais aussi la conscience que certains dommages sont irréversibles. La relation avec ma belle-fille ne serait jamais la même, peut-être même pas cordiale. Pierre resterait divisé entre deux femmes qui l'aimaient de manière différente et conflictuelle. Je me suis arrêtée devant une vieille librairie, observant mon reflet dans la vitrine entre des exemplaires de Proust et de Camus. À 58 ans, j'apprenais qu'aimer signifie aussi savoir quand reculer, quand donner de l'espace, quand accepter que nos enfants grandissent et font leurs propres choix. L'automne parisien teignait mes cheveux gris de nuances dorées, tandis que j'acceptais, finalement, que mon rôle de mère devait évoluer vers quelque chose de complètement nouveau et effrayant. Décembre était arrivé à Paris comme un manteau glacé, couvrant la ville d'une mélancolie qui reflétait parfaitement mon état d'esprit. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette conversation au Café de Flore, et les tentatives de rapprochement de Camille et Pierre étaient devenues de plus en plus sporadiques. Mon appartement à Belleville s'était transformé en un refuge silencieux, où les heures s'étiraient entre des émissions de télévision insipides et des livres que je n'arrivais pas à finir. Les amis du club de lecture commençaient à m'inviter moins souvent, lassés peut-être de ma compagnie mélancolique. Madame Rousseau, ma voisine du dessous, avait discrètement commenté que je semblais différente ces derniers temps.
différente. Le mot résonnait dans mon esprit tandis que j'observais par la fenêtre les préparatifs de Noël dans les rues parisiennes. Des guirlandes dorées ornaient les vitrines, mais je me sentais complètement déconnectée de cette joie saisonnière qui m'avait toujours gagnée. C'était comme si cette nuit fatidique m'avait volé ma capacité à ressentir du plaisir dans les petites choses. L'appel est arrivé un matin particulièrement froid, alors que j'essayais de décider si cela valait la peine de sortir acheter du pain frais. « Maman !» La voix de Pierre sonnait étrange, chargée d'une tension que je reconnus immédiatement. « Il faut que je te raconte quelque chose. » Mon cœur s'emballa tandis que je me préparais à une nouvelle déception. Il inspira profondément avant de continuer. « Camille est enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des flocons de neige. Beau, mais glacial. Un petit enfant. Ma première réaction fut une joie pure et instinctive, mais elle fut rapidement remplacée par une douleur aiguë. Comment pourrais-je partager le bonheur d'être grand-mère avec une femme qui m'avait humiliée publiquement? Comment pourrais-je participer à la vie de cet enfant sans me soumettre à nouveau au mépris de Camille? Pierre continuait à parler de délais, de médecins, de projets, mais je n'entendais que des fragments. La réalité s'imposait cruellement. Je serais une grand-mère de seconde zone, tenue à distance, tolérée seulement quand cela arrangeait. L'appartement ne m'avait jamais paru aussi petit et suffocant qu'à cet instant. « Je suis heureuse pour vous », mentis-je, essayant d'injecter de l'enthousiasme dans ma voix tout en tenant le téléphone de mes mains tremblantes. Pierre remarqua mon hésitation et insista pour que nous dînions ensemble. « Comme une vraie famille !» L'ironie de l'expression ne me passa pas inaperçue. Nous nous donnâmes rendez-vous le samedi suivant au restaurant Le Comptoir du Relais, où nous avions l'habitude de fêter les anniversaires quand il était adolescent. Durant les jours qui précédèrent la rencontre, je répétais des conversations, pratiquais des sourires devant le miroir, me préparais mentalement à faire semblant que tout allait bien. J'achetais même un cadeau pour Camille, un foulard en soie des Galeries Lafayette qui avait coûté plus que je ne pouvais me permettre. Je voulais montrer de l'élégance, de la magnanimité, de la maturité. Mais quand vint le soir, face au miroir de la salle de bain, avant de sortir, je vis une femme vieillie par le ressentiment, avec des rides plus profondes autour des yeux et une amertume que je ne parvenais pas à cacher complètement. Paris brillait dehors avec ses lumières de décembre, mais je me sentais comme une touriste dans ma propre vie. Le dîner fut un exercice douloureux de politesse forcée. Camille était radieuse, avec cet éclat particulier que la grossesse confère aux femmes, et parlait avec enthousiasme de la décoration de la chambre du bébé, des noms possibles, des projets pour l'avenir. Pierre l'observait avec adoration, touchant délicatement son ventre encore plat, avec une tendresse qui me rappela le petit garçon dont j'avais un jour pris soin seul. Je souriais au bon moment, posais des questions appropriées, louais ses choix. Mais je me sentais comme une mauvaise actrice, jouant un rôle mal écrit. La conversation flottait autour de moi, tandis que je me perdais dans des pensées sur la façon dont les choses seraient différentes s'il n'y avait pas cette blessure ouverte entre nous. Quand Camille mentionna avec désinvolture que sa mère viendrait de Bordeaux pour l'aider après l'accouchement, je ressentis un pincement de jalousie. Une autre femme occuperait ma place naturelle de grand-mère présente et participante. J'avalais la boule dans ma gorge avec une généreuse gorgée de Bordeaux rouge, essayant de garder mon sang-froid tandis que mon monde maternel s'écroulait silencieusement. « Et vous, Claire ?» La question de Camille me ramena à la réalité en sursaut. « Comment vous sentez-vous à l'idée d'être grand-mère ?» Tous les regards se tournèrent vers moi, attendant une réponse chaleureuse et enthousiaste. Un instant. J'envisageais d'être honnête, de parler de la douleur de me sentir exclue, de la peur d'être seulement une figure périphérique dans la vie de mon petit enfant. Mais la fierté prit le dessus. « Je suis très heureuse », répondis-je avec un sourire qui, j'espère, parut sincère.
J'ai hâte de rencontrer mon premier petit enfant. Pierre sourit, soulagé, mais je perçus un éclair de tristesse dans ses yeux. Il connaissait trop bien sa mère pour ne pas percevoir la supercherie. Le reste du dîner se déroula dans une cordialité superficielle, chacun jouant son rôle dans la pièce familiale, que personne ne savait comment terminer. Quand nous nous dîmes au revoir sur le trottoir glacé, avec des baisers mécaniques sur les joues et des promesses vides de nous revoir bientôt, je réalisais que j'étais devenue une étrangère dans la vie de mon propre fils. Le chemin du retour fut long et solitaire, accompagné seulement par l'écho de mes talons sur les pavés irréguliers de Montmartre. La solitude des jours suivants fut accablante. Assise dans le fauteuil de velours bleu qui avait appartenu à ma mère, observant la neige tomber doucement sur les toits gris de Paris, je réfléchis au choix qui m'avait amené là. Peut-être que si j'avais ravalé ma fierté cette nuit fatidique, si j'avais laissé l'humiliation passer sans réaction, les choses seraient différentes aujourd'hui. Peut-être que si j'avais présenté des excuses plus emphatiques pour mes intrusions, montré plus d'ouverture au changement. Mais ce qui était fait, et le prix de la fierté se révélait plus cher que je ne l'avais jamais imaginé. Mon petit-fils grandirait en ne connaissant qu'une seule grand-mère présente et participante, l'autre mère de Camille. Je serais, au mieux, la grand-mère des visites protocolaires, des cadeaux chers et des rencontres embarrassantes. L'appartement résonnait de décennies de souvenirs de Pierre, courant dans les couloirs. Mais il ressemblait maintenant à un mausolée de rêves maternels brisés. Dehors, Paris se préparait pour un nouveau Noël. Mais je me demandais si je retrouverais un jour la vraie joie des fêtes que j'aimais tant célébrer en famille. Mars apporta à Paris un printemps hésitant, avec de timides bourgeons apparaissant sur les platanes qui bordaient Mactamaru à Belleville. J'étais devenue une spécialiste de la solitude durant ces mois d'hiver, développant des routines qui remplissaient les heures vides. Cours de peinture le mardi, promenade au Père-Lachaise le jeudi, visite hebdomadaire au marché aux puces de Saint-Ouen. Ma vie avait acquis un rythme monochrome, fonctionnel mais dépourvu de la vibration que je ressentais autrefois, lorsque Pierre m'appelait spontanément ou lorsque nous planifions des déjeuners dominicaux. La grossesse de Camille avançait, et les nouvelles me parvenaient via des appels de plus en plus protocolaires de mon fils. « Tout va bien avec le bébé », disait-il. « Camille se porte bien. » Des informations médicales, pratiques, dépourvues de l'intimité que je souhaitais partager. À mon cours de peinture, je représentais toujours des paysages mélancoliques, scènes d'automne, ciel nuageux, jardin abandonné. Madame Dubois, la professeure, avait commenté que ma palette était devenue étrangement sombre ces derniers temps. Je souriais et continuais à peindre ma tristesse dans des tons de gris et de bleu. L'appel qui allait tout changer arriva un petit matin d'avril, alors que Paris dormait encore enveloppé dans la brume matinale. Le téléphone sonna avec insistance à 5 heures du matin, me tirant d'un sommeil agité où je rêvais de bébé que je n'arrivais pas à atteindre. « Maman !» La voix de Pierre était nouée, chargée d'une émotion qui fit battre mon cœur à tout rompre. « Le bébé, il est né !» Louis Moreau était arrivé au monde 3 semaines plus tôt que prévu, pesant seulement 2,5 kg, mais en pleine santé et parfait. Pierre pleurait au téléphone, alternant entre rire et sanglots, me racontant les petits doigts minuscules, le cri fort, les yeux bleus qui semblaient déjà observer le monde, avec curiosité. « Il est magnifique, maman. Il faut que tu le vois. » L'émotion dans sa voix désarma toutes les barrières que j'avais construites pendant ces mois de ressentiment. Indépendamment des problèmes avec Camille, cet enfant était mon petit-fils, mon sang, la continuation d'une lignée qui remontait aux collines de Normandie. Je m'habillais rapidement, achetais des fleurs à la première fleuriste ouverte et me dirigeais vers l'hôpital Saint-Antoine, le cœur battant à tout rompre. Le couloir de la maternité sentait le désinfectant et l'espoir. Des familles d'autres nouveau-nés circulaient avec des ballons colorés et des ours en peluche, des visages radieux d'une joie contagieuse. Je trouvais Pierre dans la salle d'attente,
décoiffé et épuisé, mais avec un éclat dans les yeux que je n'avais pas vu depuis des mois. Il me serra fort dans ses bras, comme quand il était petit et avait besoin de réconfort. Et un instant, nous fûmes simplement mère et fils, célébrant l'arrivée d'une nouvelle vie. « Camille se repose », murmura-t-il. « L'accouchement a été difficile, mais elle s'en est très bien sortie. » Je ressentis un pincement inattendu d'inquiétude pour la femme qui m'avait causé tant de douleur. Les rivalités semblaient insignifiantes face au miracle de la vie qui venait de se produire dans cet hôpital. Quand Pierre me conduisit à la fenêtre de la nurserie et me montra le petit Louis, enveloppé dans des couvertures serre bleue, je sentis quelque chose en moi se briser et se recomposer simultanément. Ce petit visage serein, ses poings serrés, cette existence fragile et précieuse représentait une nouvelle chance, un nouveau départ dont je ne savais même pas que j'avais besoin. « Puis-je entrer la voir ?» demandai-je avec hésitation, quand Pierre mentionna que Camille avait demandé après moi. La chambre privée était baignée par la lumière dorée du matin parisien, et je trouvais ma belle-fille allongée dans le lit d'hôpital, pâle mais belle, avec une fragilité que je n'avais jamais vue auparavant. Louis dormait paisiblement dans ses bras, et la scène avait une sérénité presque religieuse. « Claire !» murmura-t-elle, et je remarquai des larmes dans ses yeux verts. « Merci d'être venue. » Je m'approchai lentement, comme si tout mouvement brusque pouvait briser ce moment délicat. « Il est parfait !» murmurai-je, observant mon petit-fils respirer calmement. Puis je... Camille acquiesça, tendant le bébé vers moi. Quand Louis se blottit dans mes bras, je ressentis une connexion instantanée et écrasante. Il ne pesait presque rien, mais portait le poids de tous les espoirs, rêves et possibilités futures. Ses petits traits étaient un mélange parfait de Pierre enfant et des délicates caractéristiques de Camille. À cet instant, tenant mon premier petit-fils, toutes les rancœurs semblèrent pas secondaires face à la responsabilité d'aimer inconditionnellement cette nouvelle vie. « Claire !» dit Camille d'une voix douce, interrompant ma contemplation extasiée du bébé. « Je voulais m'excuser, sincèrement. Non pas pour la première fois, mais d'une manière que tu puisses comprendre. » Sa voix tremblante portait une sincérité qu'il était impossible de feindre. « Être mère maintenant m'a fait comprendre ce que tu as dû ressentir cette nuit-là. Si quelqu'un humiliait mon fils publiquement quand il sera grand... » Elle ne termina pas la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. La compréhension passa silencieusement entre nous. « Je te demande pardon aussi, » répondis-je en berçant doucement Louis. « J'ai peut-être été trop possessive, trop protectrice. L'amour maternel nous aveugle parfois sur les limites. Ce n'étaient pas de grands mots ou des promesses impossibles, mais une reconnaissance mutuelle des erreurs commises. » Pierre observait depuis la porte, visiblement ému de témoigner de ce début de réconciliation. Louise bâilla paresseusement dans mes bras, inconscient du drame que son arrivée contribuait à résoudre. Paris poursuivait son agitation printanière dehors. Mais dans cette chambre d'hôpital, 3 générations d'une famille blessée commençaient à retrouver le chemin, l'une vers l'autre, à travers l'amour inconditionnel pour ce petit être qui venait de naître. Les mois qui suivirent sur la naissance de Louis furent une lente et délicate reconstruction. Il n'y eut pas de miracles instantanés ou de réconciliation cinématographique, mais de petits progrès quotidiens qui restaurèrent progressivement une certaine normalité à notre dynamique familiale. Je commençai à rendre visite à Louis 2 fois par semaine, toujours en respectant les horaires établis par Camille, toujours en demandant, avant de prendre le bébé dans mes bras ou de suggérer quoi que ce soit. J'appris à être grand-mère selon ses propres termes, et non selon mes termes idéalisés. C'était plus difficile que je ne l'avais imaginé, mais aussi plus gratifiant. Voir Louis grandir, faire ses premiers sourires, reconnaître ma voix, tendre ses petites mains quand j'arrivais, tout cela guérissait des blessures que je ne savais même pas avoir. Camille
et moi développâmes une cordialité prudente mais authentique, discutant de couches, de vaccins et d'étapes de développement, sans la tension qui imprégnait auparavant nos rencontres. Pierre semblait plus détendu, n'étant plus tiraillé par des loyautés conflictuelles. Et j'appris qu'être grand-mère était différent d'être mère. Cela exigeait plus de patience, plus d'humilité, plus de capacité à aimer sans posséder. Dans cet appartement de Belleville, entre les photographies de mon petit-fils couvrant les tables et les jouets éparpillés dans le salon, je découvris que les recommencements étaient possibles à tout âge, à condition que l'orgueil cède la place à l'amour.